Exposition, drame de Benoît Lepec. Et il n'y a aucune différence entre nous et les enfants, si ce n'est que ces derniers jouent avec des poupées de chiffon et d'autres jouets semblables, tandis que nous nous amusons avec des poupées de plus grande taille. Robert Burton, L'anatomie de la mélancolie. L'homme est de plus en plus absent de la psychiatrie, mais peu s'en aperçoivent parce que l'homme est de plus en plus absent de l'homme. Henri Maldinet, L'homme dans la psychiatrie. Les personnages de cette pièce ont réellement existé, à l'époque où le surréalisme était un mouvement artistique et où les expositions de ses œuvres étaient fréquentes. La pièce se situe lors d'une exposition à la galerie Le Point Cardinal en 1962 qui était centrée sur les dessins d'Onika Zürn, compagne d'Hans Bellmer. Ce couple, mu par un travail artistique commun, est souvent présenté comme si Onika était seulement la muse et la compagne de Bellmer. Il fallait donc reconsidérer Onika à sa juste valeur, à la fois au sein des surréalistes, mais aussi à travers son couple. Pour ce faire, deux autres personnages sont présents, le docteur Ferdière, psychiatre exerçant dans le privé, ayant demandé l'internement de sa patiente à Sainte-Anne, et Ruth Henry, la traductrice d'Onika, originaire d'Allemagne et réfugiée en France. Il est courant de considérer l'art des fous comme non culturel ou brut. Si Onika Zürn est ici représentée comme réfractaire à la société, c'est que son imaginaire la place en dehors du monde. Onika, en 1961, se fit interner à l'hôpital Sainte-Anne. Elle disait elle-même rêver de rester enfermée sa vie entière pour se vouer à son travail intérieur de créatrice. Henri Michaud fut son ami cher. Lui aussi sonda ses abysses psychiques. À la différence d'Onika, qui vivait les hallucinations comme un moyen d'explorer naturellement l'inconnu, Michaud utilisait des psychotropes. Étaient-ils amoureux ? Hans Bellmer, dans des lettres au docteur Ferdière, exprime ses plaintes à l'égard d'Onika. Il ne sait plus quoi faire face à ce qu'il appelle son incapacité à vivre, allant jusqu'à lui décerner un certificat d'idiotie. Onika Zürn n'est qu'au tout début d'une série d'hospitalisations qui entraîneront l'abandonner à sa perte. À travers ses récits, Onika manifeste une dévotion mystique vis-à-vis d'un certain homme blanc portant les initiales HB ou HM selon les cas. En plus de son œuvre picturale, sa production littéraire compte, outre des anagrammes poétiques inspirés par Bellmer, L'homme jasmin et Sombre printemps. Personnages: Gaston Ferdière, Onika Zürn, Hans Bellmer, Ruth Henry. Paris, Galerie Le Point Cardinal, 1962. Une petite pièce dans un renforcement de l'exposition dont le fond est délimité par un rideau en rayonne. Un canapé d'angle côté jardin avec un cendrier sur un des accoudoirs. Une table et des petits fours côté cour. Les coupes et le champagne sont dans une autre salle. Un catalogue d'exposition traîne sur le canapé. Ferdière, tenant une coupe de champagne à la main. Très belle exposition. Vous trouvez ? C'est un fait. Ah. Et les encadrements, magnifiques les encadrements. Vous me laissez sans voix. L'admiration laisse sans voix. Dois-je vous le dire, vous êtes
une artiste, Unica. Vous avez une cigarette? Il lui tend une cigarette. Vous avez des remords. Je vous demande pardon? Je vous demande si vous avez des remords. Vis-à-vis de quoi? Vos patients. Quel remords devrais-je avoir? Certains sont artistes, Et puis, enfermés. c'est le processus psychiatrique. Vous avez du feu? Il lui donne du feu. Mais ceux qui sont malades, docteur, Oui, ont-ils la possibilité de créer? je leur laisse les moyens de le faire. Asseyez-vous. J'ai des impatiences. Et alors? C'est déconseillé, je ne pourrai plus me relever. Moi, on m'enterrera sur un canapé. Ferdière regarde autour de lui. Cela vous change de l'asile, non? Et pourquoi ne dites-vous pas hôpital psychiatrique? Je suis de la vieille école. J'aime assez la dimension d'accueil du mot. On n'est jamais attendu là-bas. Vous avez été maltraité? Je ne dis pas ça. Je dis que personne ne vous y attend. Vous le déplorez? La vie, c'est comme ça. Vous savez où sont les toilettes? Derrière vous. Il y a quelqu'un? Je ne suis pas la dame pipi. Je n'ai pas voulu dire ça. Mais si vous l'entendez comme celle qui reste enfermée dans les toilettes de son cerveau, j'accepte. Je vous assure, C'est très propice à ce genre de confidence, cette galerie. Nous n'avions jamais parlé de ça avant. non. Et le temps est venu, non? Oui, Mais vous avez une envie pressante. c'est bien ça. Eh bien, allez vous soulager, je vous en prie. Ferdière pose sa coupe, emporte un petit four et sort. Un temps sans rien. Hans Bellmer entre, une coupe de champagne à la main. Et Ferdière, Au cabinet, sa vessie, il doit pisser dans l'évier. pourquoi dis-tu ça? Et tous les psychiatres font ça. Il a aimé les petits fours? Il est tombé sur moi en allant en prendre un, il ne savait pas que j'étais là, il a commencé à me parler, je lui ai rappelé que j'étais celle à qui l'exposition est dédiée. Il avait reçu le carton d'invitation? Il l'a peut-être dans sa poche. Tu as du champagne? Je finis ma coupe et je t'en apporte. Je veux boire dans ta coupe. Ce n'est pas hygiénique. Non? Mais c'est amoureux. La contagion des microbes? Nous nous échangeons suffisamment comme ça. Ferdière refait son apparition, son petit four en main. Hans! Hans Bellmer! Quel plaisir de vous voir. Bonjour, docteur. Serment de main chaleureux. Je m'excuse, je vous serre la main avec celle de gauche. La main du cœur. La main libre surtout. Posez votre petit four. Ferdière, un instant d'absence. Posez-le là, Herr Doctor. Ferdière repose le petit four et s'essuie les mains avec une serviette en papier. J'ai plaisir à vous savoir là, Hans. J'ai toujours aimé votre œuvre. Pompidou vous a acheté un dessin, à ce qu'il paraît. J'ai cette chance. Ma cote a soudainement grimpé. Vos mains sont-elles assurées? Pourquoi voudriez-vous qu'elle le soit? Il y a des polices pour ça, en cas d'accident. Vous pensez que je devrais le faire? À ta place, Hans, je le ferai. L'assurance coûte combien? Je pourrais vous avoir les prix. En contrepartie d'un de ses dessins. Unica. Peu importe. Elle n'est pas agressive. C'est normal, on l'a faite. La faculté des malades à se calmer dépend de l'environnement, vous savez. S'il est anxiogène... Mais cette galerie est tout à fait ce qu'il faut pour votre femme. Et les petits fours sont très bons. Si tu allais un peu papoter avec nos invités, Unica.
Avec plaisir. Hans. Elle sort. J'ai établi le diagnostic de votre femme. Sa maladie, lorsqu'elle vient dans mon cabinet, ne regarde que moi. Bien sûr, l'hôpital Sainte-Anne m'a tenu informé de son séjour là-bas. Et pour son traitement, Nous continuons le Largactyle. vous n'allez pas le diminuer? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Je la trouve un peu cireuse. Ce sont les effets secondaires. Vous savez, c'est une chance qu'on ait découvert les neuroleptiques. Je ne dis pas que votre femme eût dû porter des chaînes aux pieds, mais grâce à cela, il y a de la stabilité. Vous trouvez? Si je vous le dis. J'ai peur qu'elle récidive. Avez-vous la mémoire courte, Hans? Pardon? Je vous demande si vous avez la mémoire courte. Non? Que vous ai-je dit à ce sujet? Oui. On administre les chocs électriques en dernier recours, bien sûr. Mais tout dépend des facteurs d'aggravation du délire, vous comprenez? Si le patient ne mange plus et passe son temps À peindre? Unica ne peint qu'en état de rémission. Désignant les tableaux accrochés plus loin. Ses dessins l'attestent. D'ailleurs, elle déchire beaucoup. Enfin, c'est ce que Sainte-Anne m'a dit. Et en cas de récidive? Unica entre, une coupe de champagne à la main. Alors, du beau monde. On dirait qu'ils sont venus pour vous. Je n'ai pas le renom que vous me prêtez. Comment un si grand ami des surréalistes, moi qui ne suis que la concubine de l'un des leurs. D'ailleurs, le saviez-vous, Breton avait fait des études de psychiatrie. Voilà pourquoi il s'est attaché à nous. Oh, c'est très drôle. C'est grâce à lui si je suis venu en France. Et au surréalisme, je lui dois d'y être resté. Vous y avez entrevu un avenir. Cela possède un coût. Tu parles de moi, Hans. Le coût de la maladie mentale? Je vous en dédommage, Unica. Vos œuvres sont celles d'une grande aliénée. Elle se relève du canapé sur lequel elle s'était assise. Elle jette le contenu de sa coupe au visage de Ferdière. Passée la surprise, belle-mère l'essuie avec son mouchoir en tissu. Pourquoi as-tu fait ça, Unica? Je délire. Ce n'est rien, cher Hans. Peux-tu me dire pourquoi tu as fait ça? Les raisons ne regardent que moi. Comment le docteur va-t-il... Laissez, Hans. Je vais aller me passer de l'eau. Il y a des traces sur votre manteau. Vous connaissez les chemins. Ferdière va aux toilettes. Tu risques de retourner à Sainte-Anne. Pourquoi? À cause d'une valse, d'une coupe qui valse. Tu l'as renversé sur le... Le pape des psychiatres comme Breton, celui des surréalistes. C'est parce qu'il t'a traité d'aliéné? Appelle ça comme tu veux. Pourquoi, alors? Ferdière est un pisse petit. Tu te rends compte dans quelle situation tu nous mets? Et qu'est-ce que ça change? Il va te détester. Tu as peur que ta bulle éclate. Les surréalistes qui restent se comptent sur les doigts d'une main et tu vas te faire porter pâle à leur chevet. Ah, c'est drôle que la notoriété t'arrive à ce moment-là. J'ai fréquenté le docteur grâce à Breton, c'est grâce à lui que je t'offre de te soigner. Je veux ma cartouche de gauloise, je ne demande que ça et du papier pour mes dessins. Mais chez moi, Unica. Oui, chez toi, dans le bel appartement de la rue de la Plaine. Oui, et je le paye cet appartement, et j'y use ma patience, et je ne veux pas être menacé d'expulsion à cause de tes cris. Tu devrais être l'assistant de Ferdière. Tu ne ferais rien de ta journée. Tu porterais une blouse. Tu arpenterais des couloirs. Tu rédigerais des dossiers. Tu mettrais à la case Unica Surne, prétention littéraire. Parce que Ferdière n'a même pas réussi à voir que je peins. Il va nous sauver. Idéaliste.
Ferdière revient. Il porte la main à son manteau comme pour effacer la tache. Je déplore que le minimum exigible n'ait pas été au rendez-vous. Lorsque je dis exigible, j'entends correction. Où est mon chapeau? Je ne le retrouve pas, j'avais posé mon chapeau là tout à l'heure. Si c'est celui auquel je pense, il est sur le porte-manteau à l'entrée. Il m'avait bien semblé. L'émotion, sans doute. Je vais vous le chercher, personne ne l'aura pris. Belle-mère sort. Voilà au moins quelqu'un de courtois. Et c'est un Allemand à bonne manière. On ne peut pas en dire autant de certaines. Si je vous ai heurté, mes excuses. Nous ne partageons pas les mêmes idées sur l'art brut. Je n'aime pas vos définitions. Ce mot vous embarrasse? Vous avez un commerce, docteur. Moi, je ne sais pas si je vendrais une toile. Vous distribuez les diagnostics, c'est votre métier. Le cercle de ceux qui vous écoutent est grand. Ils partagent avec vous la discrimination du genre humain. Les aliénés, les autres. J'ai de la chance si vous percevez quelque chose dans ce que je pense. Et vous m'avez ouvert votre carnet d'adresses. Vos collègues viendront demain. Je vous dois un vernissage très réussi. Belle-mère revient avec le chapeau de Ferdière. Voici votre chapeau. Merci. Il était sur le porte-manteau. Encore heureux. Hans l'épouse tant. Il exprime quelque chose. C'est là où loge mon crâne. Vous ne saisissez pas bien là où je veux en venir. Hans veut dire que c'est un chapeau magique. Oui, c'est ça. Je ne lui reconnais pas d'autre pouvoir que celui de me couvrir la tête. Je me risquerais bien à vous expliquer que ce chapeau existe sur 2 plans. Oui, oui, très certainement. À catégoriser comme vous voulez. La science aussi catégorise, dans l'intérêt de la médecine. Le chapeau est un chapeau et également autre chose dont ni vous ni moi ne connaissons l'existence. Hans, tu voulais dire ça? En quelque sorte. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Mais il en est empêché parce que vous êtes psychiatre et qu'il a peur pour moi. C'est le discours classique des schizophrènes, ce que vous avancez là. Comment avez-vous dit? Schizophrène, selon Bleuler. Par exemple, si je pose mon chapeau sur la table au petit four, il serait à la fois un chapeau et autre chose. Processus de dissociation classique. Si vous y voyez soudainement une araignée à 1000 pattes, vous aurez une hallucination. Et si elles abondent dans votre esprit, Hans fera bien de me le rapporter. Vous ne pensez pas que la vie d'artiste soit sur 2 plans? Elle veut dire, prenons un exemple, qu'il y a le plan de cette table au petit four et celui où nous, elle, la recompose. Et où les petits fours deviennent des cloportes. Ou des médecins? Ferdière regarde l'intérieur du chapeau, le fait tourner entre ses mains. J'ai joué au baccarat avec de très grands malades. La veille, au casino, le lendemain, je demandais à ce qu'ils soient internés. Belle-mère se décompose. Monica, on t'appelle, je crois. Moi, je crois que tu rêves. Je te dis qu'on t'appelle. Tu veux que je vous laisse? Dis-moi plutôt la vérité. La vérité est qu'on t'appelle. Elle sort, puis revient. Même si ce n'est pas vrai, j'obéis. J'obéis à
belle-mère. Exit Unica. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure. En réalité, il n'y a que le choc électrique qui tienne. Cela remet les idées en place. Je tiens à vous rassurer, la sismographie remplace avantageusement le cardiazole. Nous avons fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. Je me souviens d'injections auxquelles j'ai assisté, c'était tout bonnement terrible. Même si le but recherché est le même, le choc électrique est nettement moins dangereux. Vous savez, Hans, je ne suis pas quelqu'un qui fait des confidences. Je sais trop la rigueur de mon métier. Le fait qu'un médecin livre une partie de sa vie privée à son patient est contraire à la relation entre eux. Cependant, vous n'êtes pas mon médecin, mon patient, et je ne suis pas votre médecin. C'est un lapsus. Alors écoutez-moi. À cause d'un problème au cerveau, ma mère nécessita une injection de cardiazole. Je crois que cet événement a déclenché ma carrière de neurologue. En effet, la crise d'épilepsie qui en résulta eut pour effet de me sidérer. Ce n'est pas pour cela qu'on l'a guérie de son mal, mais on avait essayé. Vous comprenez, les réussites de la science se font parfois au prix de ratés. L'injection du cardiazole pour ma mère fut une tentative de remède contre sa tumeur ponto-cérébelleuse, tout comme le choc électrique pourrait, pour Unica, l'extraire de ses délires. J'entends déjà ceux qui diront « Ferdière est un tortionnaire ». Et vous savez ce qui les motive à me traiter de la sorte? D'avoir importé en France le premier la lobotomie. Cher Hans, je vais vous dire quelque chose qui ne vous surprendra pas. Grâce à mes connaissances scientifiques, je n'ai jamais tué personne. Pourquoi cela arriverait-il avec Unica? C'est toujours mieux qu'une cure de Saked. Vous savez ce qui lui manque à Unica? D'avoir de moins belles jambes. C'est terrible, vous savez, pour un psychiatre, de aussi belles jambes sur le divan. C'est une sorte de supplice que la cure a raison de condamner. Je la soupçonne de mettre des collants exprès lorsqu'elle vient consulter. N'est-ce pas mal à propos de parler des jambes d'Unica? C'est vous qui me dites ça, Hans. Vous me jugez amoral? Écoutez, vos dessins sont... Indécent? C'est cela que vous pensez? Je n'ai pas dit ça. Il y aurait donc une morale pour les médecins et une morale pour les peintres? Je ne représente pas la réalité. Je l'ausculte. J'en tire des diagnostics. À ce compte-là, tout artiste est un malade qui s'ignore. Entendez-moi bien, je ne suis pas un censeur. Mais tout comme vous, j'éprouve une émotion, comment dirais-je, esthétique, devant les jambes de votre femme. Peignez-les. J'en serais bien incapable. Mais j'écris de la poésie. Je me méfie des poètes. Et des surréalistes? Ils sont arrivés dans le siècle à un moment de rupture. On ne peut pas dire qu'ils soient conservateurs. Ils m'ont révélé des choses sur moi que je ne soupçonnais pas. Quoi, par exemple? Que la faculté de démembrer un corps pouvait être un ouvrage d'art. Vous ne le saviez pas avant de faire leur connaissance. Je le faisais sans y penser. Et leur fréquentation M'a conforté dans l'idée que le corps est comme une phrase modifiable à l'envie. Ce qui signifie que si je vous en disais une, vous la recomposeriez. Je ne suis pas Monsieur Jourdain. Avouez que... L'exercice de mon métier est moins comique. Plus allemand, vous voulez dire? Je travaille les corps, pas les mots. Donc, celui d'Unica. C'est ça. Vous en savez donc plus sur le sien que je n'en saurai jamais. Ruth entre avec Unica et une serviette en papier tachée de sang. Unica s'assoit sur le canapé à côté de Ruth
qui lui tamponne les lèvres avec. Vous êtes très aimable, mais laissez-moi, vous pourrez retourner voir mes dessins, ça m'aidera davantage. Je suis désolée, Nous avons fait les présentations. Regardant le mouchoir taché. Chaise! Vous devriez vous passer de l'eau sur la figure. C'est ma lèvre, c'est spectaculaire. Si vous alliez vous passer de l'eau sur la figure. Qu'est-ce qu'elle a Mais fait? pourquoi faut-il que les verres soient en verre? Et lorsqu'on croque dedans, pourquoi se brise-t-il? Je suis affreusement désolée. Nous parlions de surréalisme. Ferdière disparaît au cabinet. Unica se lève. Au début, j'ai cru qu'elle saignait du nez. Elle a avalé des morceaux? Là, je crois à la panacée du docteur Ferdière et à ma nouvelle amie. Ruth, Henri, enchantée. Vous êtes la femme de Maurice Henry? Oui. Ferdière ressort avec une feuille de papier WC. Il attend à Unica. Je n'en veux pas. Maurice m'a beaucoup parlé de Nika. Je ne me suis pas avec ça. Est-ce que la plaie est profonde? Il l'a connue avant moi. Laissez ma bouche tranquille. C'est tout ce que j'ai trouvé. C'est dégoûtant. Le docteur fait ce qu'il peut, Unica. Je saigne plus. Elle saigne encore un peu. Pas avec ça. J'aurais dû... Mais prends mon mouchoir. Belle-mère lui tend le mouchoir en tissu qu'il a extrait de sa poche. Je vais tacher les initiales brodées, Hans. Les initiales. H.B. Vous ne voulez pas de ma modeste contribution? Un torche au cul. Fraggle. On appelle ça en Allemagne. La même feuille qu'on vous distribue en chambre d'isolement. Herr Docteur, c'est mon exposition, pas mon internement. Venez, docteur, laissons-les. Allons prendre l'air. Belle-mère et Ferdière sortent. Unica se rassoit avec Ruth. Ruth, regardant la lèvre d'Unica. C'est superficiel. Oui, Les lèvres, ça saigne facilement. il paraît qu'on identifie les gens avec leur groupe sanguin. Sauf si vous avez du sang de navet. Du sang de navet? Vous n'avez jamais entendu l'expression? Non. Vous savez, je suis allemande. Moi aussi. Et vous parlez aussi bien le français. J'ai appris, Vous êtes du groupe sanguin des exilés, si l'on veut. comme moi. On m'a parlé de vous, Nika. Maurice, vous avez vu à l'exposition internationale, il y a 3 ans, Votre mari? Maurice Henry, un proche des surréalistes, Vous? Moi. dans le secret. Je suis une femme comme vous. Par rapport à Hans, à l'écart. Je suis une femme comme vous, à l'écart. Par rapport à Hans. À cette exposition, votre mari aurait dû le voir. Il m'a surtout parlé de vous. J'étais dans un coin comme aujourd'hui. Les surréalistes n'avaient Dieu que pour vous, il paraît. Dieu. Dieu. Votre subtilité est déconcertante, Dieu. Non, c'est la langue française. Vous avez quitté l'Allemagne quand? En 1953, j'ai rencontré Hans dans une galerie à Berlin. Ça a été le coup de foudre, comme on dit. Je n'ai pas eu grand-chose à mettre dans ma valise. Je vivais d'écritures mal payées, de services rendus à la patrie pour exalter quelle fureur, voulez-vous me dire. Mais beaucoup de moi est resté là-bas. Quoi exactement? Ma virginité. Elle aurait pu m'être prise avec grâce, ce dont on rêve quand même. Et je n'imaginais pas que ce fut mon frère qui me la prenne. Les Allemands sont invasifs. Et votre mari? Il vous a vu le premier, en 59, lors de l'exposition internationale, dans cette même galerie. Et je portais ce manteau. Il faudrait que je lui demande. Si vous me l'ôtez, je crois bien que je serai nue. L'Astrakhan, ma mère en portait déjà. J'ai l'impression d'avoir son épaule en le portant, mais d'être nue en dessous. Et vous? Vous portez jamais de jupe?
Des pantalons. Vous protégez vos jambes C'est ça. des regards indiscrets. Une fois, quelqu'un m'a dit, la rose est sans pourquoi. Elle fleurit parce qu'elle fleurit, n'a souci d'elle-même, ne désire être vue. Alors ouvre tes cuisses. Et vous les avez ouvertes? Non. Moi, si. Et ma bouche, au passage de la langue maternelle. Voilà pourquoi je déteste l'allemand. Vous habitez Paris? Oui. Je suis née à Berlin. Et je suis de Grunewald. Oh, quel beau quartier. J'ai passé mon enfance puis ma jeunesse. Vous avez une cigarette? Retire une cigarette d'un paquet de Fine 120. Elle a 8 ans. Vous avez des enfants? Un fils. Les miens sont restés à Berlin. Je les vois rarement. Je suis décidément bien indigne. Ils ont la chance de bâtir un nouveau monde. Alors que nous, non! Nous avons fui. Moi parce que j'aimais Hans et vous. Par amour pour mon mari. Ben, c'est donc que nous ne sommes pas des réfugiés politiques. Comme belle-mère. Ou est-ce que la raison politique n'est pas distincte de la raison amoureuse? Nous sommes de la génération des criminels. Eh ben alors c'est bien ce que je vous disais. Un temps lors duquel Onika aspire longuement la fumée de la cigarette et la retient longuement au fond de ses poumons. Qui est l'homme que vous appelez Herr Doktor? Ferdière. Je n'ai jamais compris ce qui pousse un psychiatre à faire comme si sa société n'était pas celle des fous. Je crois qu'il n'a pas compris que j'étais sa patiente. Je pense qu'il ne le sait pas. Qu'il réfléchit à haute voix sur un symptôme. Il exerce en privé. Rue du Dôme, 16e arrondissement. Et vous, où vivez-vous? Rue Jacob, à l'hôtel Joly. Vous ne vivez pas avec Hans Bellmer? Je l'exècre par moments. Je l'aime à d'autres. Comment payez-vous la chambre et les consultations? La vie d'artiste. Et vous? Moi, j'accouche les autres. Vous êtes sage-femme? Journaliste. Je ne mets pas de limite à ça. Ce qui revient à dire que je m'exerce à ne pas cloisonner ce métier de celui de traductrice, qui, selon moi, participe de la même chose. Je ne crois pas qu'on écrive comme on pisse. C'est intéressant. Je suis à l'abri du besoin, vous savez, j'ai les reins solides, mais je ne pisse pas de la copie. Et les gens vous inspirent? Eux, je ne sais pas. Vous, oui. Vous lisez en moi? Vous êtes lisible. Et l'ombre, Quelle ombre? vous la voyez pas? Devrais-je voir une ombre? Eh oui, qui me fend en deux. Mais ça, c'est des diagnostics de bonne femme. Donc, vous n'avez pas peur de moi Pourquoi aurais-je peur de vous? à cause de l'ombre. Est-ce que les enfants ont peur de vous? Pas le moins du monde, ni les chiens. Pourquoi alors aurais-je peur de vous? Parce que l'ombre est réelle, L'ombre de qui? La vôtre? celle de mon passé. Les psychanalystes s'amusent à la démonter. Ce sont des chenapans. Vous leur confiez votre esprit comme un mécano et vous repartez avec la boîte sous le bras. Et votre vie reste à remonter. Et ce que j'ai appris chez Ferdière, c'est que je m'en foutais de m'adonner à ce jeu-là. Et si ça lui chante de me regarder en pièces sur le divan, j'emporte au moins deux. Deux. Heinrich
Döhl, mon beau-père. Heinrich Döhl, oui. Heinrich Döhl, je vous parlais de Londres, non? Si mes souvenirs sont exacts, Heinrich Döhl était un dignitaire du régime. Et un délicat amoureux. Des manières de galant homme. Auprès de ma mère et auprès de moi. Une façon de me caresser la joue en enlevant ses gants, comme s'il caressait un chat. J'étais enfant et muette. Belle-mère entre. Une bouteille de champagne dans une main et des coupes dans l'autre. J'ai laissé le docteur Ferdière, il se passe un impromptu là-bas. Les surréalistes aiment les esclandres, je crois qu'on dit du sade. Du sade dans mon exposition. Ah, les surréalistes ne sont jamais à court d'idées. Ruth qui prend une coupe que lui tend Hans. Je ne vois pas ce que le divin marquis a à faire avec Unica. Les jeux pervers les excitent. Dans ce cas, il se trompe de peintre. Silence entendu avec Hans qui verse le champagne. Vous pouvez me juger comme bon vous semble, Ruth, c'est votre droit le plus strict. Lorsque je serai sous ma pierre tombale, une petite fille s'y penchera peut-être, et elle dira « Oh, quel beau marbre noir, je m'y reflète. » Hans est une enfant. Je vous avoue que j'ai hésité avant de parler à Unica, parce que dans son ombre, vous vous tenez Hans. Lorsqu'on ne connaît pas les gens, on en a peur. Mon mari avait vu Unica à l'exposition de 59, ici même. Il l'a trouvée énigmatique, une façon de se mettre hors du monde. Je lui ai demandé, est-ce que c'est à cause de belle-mère ou d'une phobie sociale? Je crois avoir compris. Dites ce que vous avez compris. Ce ne serait pas à mon avantage. Ce n'est pas un défilé de mode, voyons. Ni le dernier salon où l'on cause. Alors, parlez. Unica est votre obsession. Et vous pensez que j'aime ça? Ce n'est pas à moi de le dire. Être partie intégrante de l'œuvre de quelqu'un, ne plus pouvoir s'en détacher, muse ou objet, se fondre dans un autre imaginaire et signer sa perte. Vous avez entendu Hans pour peindre? Pas plus que pour écrire. Pourquoi être sa chose? Le consentement n'est qu'apparent. Elle trame de funestes vengeances. Peut-être contre moi-même, qui sait. Oui, puisque nous ne sommes pas arrivés à pardonner à nos contemporains. Vous voulez parler de ceux qui ont mis à feu et à sang l'Europe? Tandis qu'ils avaient un point aveugle à l'esprit, Hans et moi, nous cherchions. À travers des œuvres qui s'appelaient, sans doute, qui attendaient une réciprocité. Désormais que nous sommes ensemble, nos œuvres vivent leur vie. Comme des enfants, parfois turbulents. Et malgré l'antipsychotique qu'on m'administre, je leur reste une mère dévouée. L'antipsychotique? Du largactyle. Que Herr Doctor me prescrit. Je sais ce que je lui dois. Mon petit confort bourgeois. Qui est le tien, je te rappelle. Tes meubles m'oppressent. C'est moi qui t'empêche de respirer. Ou le tabac. Quand je suis dans le sofa rue de la Plaine, je fume. Je le regarde peindre. Ou je lis des romans noirs. Mais ce n'est qu'un prétexte. Je prépare la mise à sac de ma santé mentale. Il m'arrive parfois même de me priver de cigarettes, vous savez. Je le fais pour ton bien. Comme de me barricader quand je rentre. Et je rentre d'où? De Sainte-Anne. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Et du haut de son 5e étage, on ne voit même pas le ciel. Mais les antennes, celles de la télévision des immeubles d'en face, d'une régularité à faire peur, et les petits oiseaux qui fuient quand je prends l'air. Je ne devrais pas te laisser seul.
quand tu vas faire les courses. Alors je vais te dire, Hans, je n'en peux plus de manger de la viande de cheval. C'est bien ça, les pauvres qui s'embourgeoisent. Ils gardent les mêmes habitudes que lorsqu'ils ramassaient des mégots dans la rue. Ruth n'a pas à connaître ce genre de détails. Ah oui, mon ami. Tenez, Ruth. Onika, qui s'est rassise, se saisit du catalogue d'exposition tandis que belle-mère pose le champagne sur la table. Numéro 111, gravure en taille douce d'un dessin d'Unika Thurn, réalisé par un ami. Vous gravez, Hans. Avec son petit burin. Vous n'avez pas vu son petit burin? Arrête, Unika. Ça ne m'amuse pas. Vous êtes graveur. À ses heures perdues. Si tu connaissais mieux les graveurs, tu saurais ce que veut dire amour. Ah, tiens. Un procédé technique. L'affinité du cuivre avec Et les l'encre. corps lourds, fatigués, ceux que la beauté convulsive range au rayon des utilités. Mon cher surréaliste patenté, Hans a peint toute sa vie des corps. Et on a oublié presque que le mien respirait. Il a préféré les soupirs de l'abat-jour à 5 heures du soir et délaissé mes envies de meurtre, auxquelles il n'aime pas jouer. Surtout quand je brandis le cendrier en direction de la véranda. Je ne te mérite pas, Unika. C'est généralement ce que les hommes disent lorsqu'ils veulent vous quitter. Mais cela s'explique très bien. Leurs instincts de chasseurs. Moi, j'ai pris les devants. Je suis péremptoire, je coupe très bien la parole, je porte un pantalon. Comme ça, c'est aux femmes de me faire la cour. Il faut savoir inspirer le respect aux hommes. Sinon, ils vous exposent comme un trophée. J'en vois souvent qui me dévisagent du côté de Saint-Germain-des-Prés ou ailleurs. J'en vois certains animés d'un désir irrépressible qui voudraient partager un Perrier avec moi, puis m'emmener dans un hôtel 3 étoiles du côté des éditeurs. Et me faire l'amour en me jurant qu'ils n'ont plus jamais lu de littérature allemande depuis Mein Kampf. Que cela les a définitivement dégoûtés des schleux. Des schleux et des femmes qui écrivent. Parce que l'intellectualisme ne se niche pas dans le ventre d'une femme, mais dans leur superbe et leur compte en banque. Je dis cela, mais vous vous en doutez bien, personne ne me demande de monter avec lui dans un hôtel 3 étoiles du côté de Saint-Germain-des-Prés. Peut-être parce que l'ossature de mon visage et mon léger accent les en dissuadent. Et peut-être parce qu'ils craignent mon abord, celui dont ils diront qu'il leur était étranger. Ruth se verse du champagne. Le champagne n'est pas bon. C'est de la piquette. Tu n'aurais pas dû en commander. C'est toujours de ta faute. Tu ne sais même pas choisir un traiteur. Onika sort. Vous n'aimez pas les femmes. Vous êtes psychologue? Pourquoi parlez-vous comme ça, Onika? Par pure injustice. Vous avez été bien élevée. Et vous? Elle m'a raconté les démêlés de sa jeunesse. Avec Dole? Oui, Elle en parle souvent quand elle veut qu'on la plaigne. et cela ne vous fait rien. Quoi? Rien. Que sa mère ait vécu avec un dignitaire du Reich. Ce qui me cause plus de soucis, c'est vous. Quoi, moi? Vous m'assimilez. Qui? À Dole? Vous êtes persécuté ou quoi? En prenant la défense d'Unika, vous absorbez sa détestation. Je ne déteste personne. Les gens s'imprègnent mutuellement de leur détestation. Auquel vous livrez-vous, puisque vous connaissez si bien celle d'Unika? À la répugnance qu'on me prenne pour un nazi. Je ne vous prends pas pour... Je me suis mis hors société pour combattre ça. Je ne suis pas Dole. Si Unika vous a parlé de l'ombre, ce n'est pas la mienne. La mienne m'appartient. Je n'ai pas eu à la subir comme Unika. J'en ai fait une poupée. Vous comprenez? Fascinant, n'est-ce pas?
d'être guidé par son père, un certain Belmer lui aussi, pour s'associer à celui qui allait sauver la face de l'Allemagne en dessinant des bombardiers avec un rapidographe. L'ombre, cette ombre-là, je l'ai emportée avec moi, en quittant tout, père, mère, frère, table à dessin, et j'en ai fait ma poupée. Le Prussien qui se balade en chaussettes d'été, sa poupée sous le bras, dans l'hiver de l'espoir, à l'apogée du nazisme. Tout ça vaut bien l'ombre d'Unica, non? Vous avez fait des études d'ingénieur. Oui, en industrie militaire. Personne ne le sait, tout comme personne n'a su que Dole, le beau-père d'Unica, avait fusionné la République de Weimar avec la chancellerie du Reich. De Hindenburger. Un moustachu. Donc, durant sa jeunesse, Unica a vécu avec celui qui... Lorsqu'on est chef du bureau de la présidence d'Allemagne et qu'un chancelier est élu démocratiquement par le peuple, on remplit son devoir, on lui donne les pleins pouvoirs. Après un certain temps, il se reverse du champagne. Alors vous comprenez tout ce qu'on peut dire sur Belmer, sa déviance, ses obsessions, son goût pour la torture, l'inconfort dans lequel il nous met, blablabla, blablabla, blablabla. Ceux qui vous portent un toast après la guerre sont les mêmes qui, jadis, vous taxaient de dégénérer. Belmer sort. Ruth reste un temps seule. Entre Ferdière. Cet impromptu était du plus bel effet. On devrait toujours relire Sade. Je suis partisan qu'on en fasse l'étude en psychiatrie, pour l'étude des déviances sexuelles. Ah, vous aimez cette littérature? Non, je m'y adonne en amateur, c'est le psychiatre qui parle. C'est à peu près toujours le psychiatre qui parle, y compris à travers ce qu'il peut retirer d'esthétique dans l'art. À peu près toujours. Il y a eu des exceptions. Vous êtes le docteur Ferdière. En personne. Vous étiez le psychiatre d'Artaud. Parlons d'autre chose, voulez-vous? Je fais les gorges chaudes de tous ceux qui veulent un témoignage sur Artaud. J'appelle ça leur minute de postérité par procuration. J'ai bien compris qu'on ne m'aimait que parce qu'il avait été mon patient à Rodez. Rassurez-moi, vous ne faites pas partie de ces admirateurs-là. Je n'aime personne d'autre que moi. Ah, c'est tant mieux. Mais vous êtes lettré. Mon métier le réclame, et j'ai la chance d'avoir en face de moi quelqu'un qui, entre nous soit dit, participe de l'histoire littéraire. Il est vrai que sans moi, Artaud n'aurait pas réécrit. Il est arrivé à l'asile de Rodez dans un tel état. C'était la guerre. On m'opposera que je l'ai tué à coups d'électrochoc. 58. Tant pis pour ceux qui le pensent, j'ai la conscience tranquille. Il était arrivé dans un si sale état. Un mystique en lambeaux. Il avait été arrêté en Irlande d'une agressivité extrême, ses délires. Il a fallu le faire passer en zone libre. J'avais des cahiers, des stylos, je le lui en ai donné après les électrochocs. C'était la règle. Un électrochoc, un cahier. Je ne fais pas de sentimentalisme. Vous savez, durant la guerre, j'ai hébergé beaucoup de dissidents, des gens très recherchés. Si on m'accuse pour Artaud, c'est que la France a une vision étriquée du soin. Nos concitoyens ignorent le devoir moral du scientifique. Par exemple, la pension des déportés. Voulez-vous m'écouter? Pensez-vous qu'un homme comme moi mérite un procès parce qu'il demande la prise en charge à 100% des déportés de guerre? Le pensez-vous ou ne le pensez-vous pas? Vous avez été en procès? Je vous parle en tant qu'être humain. Je ne vous juge pas, docteur. Alors répondez. Eh bien, je vais répondre à votre place. Cette affaire de procès pour pensionnement frauduleux, je me la traîne depuis les années 50. J'ai trouvé dans le sort des déportés de quoi émouvoir, savez-vous? Il me semblait juste que l'État français leur reconnaisse le droit à l'asthénie. Vous savez, cet état de fatigue et d'épuisement physique, et que compte tenu de cela, il était légitime que la sécurité sociale
les couvre à 100%. Auriez-vous fait autre chose à ma place? Je ne m'occupe pas de pensionnement. Ah, et de quoi alors? Je vous l'aurais dit plus tôt si vous m'aviez laissé la parole. Vous pensez que je la monopolise? Vous venez d'où d'ailleurs? D'Allemagne, comme Monica. Donc, pour cette histoire de pensionnement, Tixier-Vignancourt nomme un médecin militaire pour Savoie. Vous bâillez. Oh, je ne sais pas si j'ai encore la patience de vous écouter. Vous n'êtes pas un professionnel de l'écoute comme moi. Je ne crois pas que vous l'êtes. Ah? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Cette faculté ne dépend pas de la profession qu'on exerce, mais d'une disposition de la personne. Vous en déduisez donc que je ne l'ai pas, cette faculté? Je ne sais pas si on peut entendre quelqu'un tout en maintenant la fonction locutoire du langage. Vous connaissez le jargon psychiatrique? Linguistique. Je suis certes allemande, mais journaliste à Paris. Pour ce faire, j'ai lu pas mal de choses sur la langue, sur ses tours et ses détours, sur ses écrans de fumée. Je ne fume pas. J'ai bien vu. Mais vous devez avoir un paquet de cigarettes dans votre poche, non? Comment le savez-vous? J'ai interviewé un psychiatre un jour. Il en avait un, pour pouvoir en donner à ses patients de temps en temps. Comme on donne l'aumône, c'est cela que vous pensez? Non. Comme on nourrit son chien. J'ai été ravi de parler avec vous. Quel est votre nom? Mon nom ne vous dira rien. Je suis une étrangère ici. Et si l'on m'enterre quelque part en France, personne ne viendra après mon enterrement se recueillir sur ma tombe. Artaud n'est pas enterré à Rodez. Si vous voulez de la compagnie, faites-vous enterrer à Marseille où il repose. Je n'aime pas cette ville. Je n'aime pas la Méditerranée. Je n'aime que les villes sans soleil. Le fameux syndrome de l'Allemagne repentante. Non. La solitude. Ruth avise le mouchoir de Hans, resté là, sur le canapé. Elle le prend, sort de la pièce avec, dans le but d'aller le redonner. Ferdière reste seule un moment. Onika entre. J'ai entendu dire qu'Henri Michaud était venu vous voir à Sainte-Anne. Oui, On m'a dit qu'il vous avait amené des crayons de couleur de couleur, oui, et un cahier. avec des pages blanches. On ne l'a pas laissé entrer? Non, Où l'avez-vous aperçu? à travers le portail. C'est presque une romance. Les psychiatres savent-ils ce que c'est? Je les crois dans l'impossibilité de savoir ce que c'est. Ils ont réponse à tout sur vous, mais pas sur l'amour. Vous avez réponse à tout sur moi, docteur. De ma maladie à ma taille, de mon poids à ma nourriture, de mes cartouches de gauloise à mes chaussons. Et croyez-vous qu'une romance s'y trouve? Impossible à détecter dans le rangement des patients et de leurs affaires. Impossible du réfectoire à la chambre d'isolement. Impossible. Je saisis très précisément les motifs qui amènent un patient à la crise, vous savez? Ce moment où, en consultation, l'individu est à deux doigts de renverser mon bureau et tout ce qui se trouve dessus. C'est à peu de choses près ce qui vous anime en ce moment. J'en déduis que le motif qui alimente tous les autres provient d'un désir de vengeance que seul le largactyle contrôle. Il s'avance vers elle, il met une main dans sa poche, en tire une boîte de médicaments dont il retire un comprimé. Ouvrez la bouche. Je vous suis très reconnaissante de ne me reconnaître en rien.
Ouvrez, vous dis-je. Je vous suis très reconnaissante de n'être pas mon père. Et je vous suis également très reconnaissante de vous nourrir de ma vie, de ma famille, de mes souvenirs et de coaguler tout ça dans votre lobe frontal. Unica, il faut prendre votre traitement. La collection de tous les lobes frontaux de tous les psychiatres du monde forme ce qu'on appelle le magistère des vies avortées. Pensez à Michaud. Il m'a apporté du papier et des crayons de couleur. Il me les a tendus à travers la grille du portail à Sainte-Anne. Je ne lui demandais rien et il a pensé que ce serait vital. Comme le largactyle. Elle ouvre la bouche, gobe le comprimé. Belle-mère entre, une coupe à la main, et observe Onika prendre sa médication. Eh bien... Tu vois, les fois où tu ne veux pas aller au dispensaire, pour tes injections, retard. Tu es de la merde, Hans. Je crois que je vais vous laisser, mon cher belle-mère. Tu fais partie de la ménagerie au même titre que les autres. Tu peux préciser? Tu pues la Quaveda, Velva. Je vous prie de l'excuser, docteur. Elle va aller mieux. Oui, le temps que... Et vous? Vous êtes son complice. Vous pouvez partir tranquille, je reste là. La sédation n'est pas loin. Tu es vidé de tes couilles, Hans. Je viendrai vous voir bientôt, en cas de rechute. Je suis disposé à vous recevoir. Si vous tenez à m'écrire, je suis rue du Dôme. Votre femme a l'adresse. Je ne suis pas mariée avec lui. À bientôt, Unica. Toutes mes félicitations. Encore toutes mes félicitations. Faire dire ça. C'est bon? Tu as fini? Tu as peur que je te fasse passer pour un Ménus. J'ai peur pour toi, c'est différent. D'où tu tiens ça? D'où je tiens quoi? Cette manie de la surveillance. Je vérifie que tout va bien pour toi. Comme le maîtreur vérificateur que tu es. Le petit ingénieur sur sa planche à dessin qui a fichu un jour toute sa vie en l'air pour une poupée que tu puisses faire et défaire à ta guise. C'est comme ça que tu aimes les femmes? Hans, en plongeant les yeux dans son verre. Tais-toi. Tu as la trouille au cul, Hans. Tu joues de la surenchère avec ta poupée. Avec tes corps démembrés, remembrés, ton désir qui n'en finit pas. Et moi, je vais mourir et tu ne me reverras plus. Et ton rêve idiot de prolonger infiniment la chair s'arrêtera là. Belle-mère regarde à l'intérieur du verre sans rien dire. C'est risqué, tu ne crois pas, de nous aimer comme nous sommes, l'un appuie sur la plaie, l'autre y prend du plaisir. Et quand le supplice plus grand de l'Allemagne nous saisit à la gorge, je pars pour respirer. Un autre air, ailleurs. Tu es une enfant avec ta poupée. Elle boutonne son manteau. Ne compte pas sur moi pour revenir rue de la Plaine. Ce soir, tu coucheras tout seul. Qu'importe, puisque ton répertoire est plein de féminines. Elle veut s'en aller. Belle-mère la rattrape par le poignet. Je t'ai dit, quand je t'ai vu, que tu l'étais. Je te l'ai dit, non? Que tu étais la poupée. C'était à Berlin. Tu te souviens? Tu t'en souviens ou pas? Ou bien est-ce que tu divaguais? Je préfère le silence de ton absence à tes crises. Toute mon enfance, je l'ai entendu, ce silence-là. Cela ne m'angoisse pas plus que ça. Même s'il est justifié par ta fuite. Je l'ai apprivoisé, vois-tu? Je n'ai pas à le combler de mots puisque tu n'es pas là. Les paroles qui sortent de ma bouche ne sont pas suspectes. Je n'ai pas à les passer au détecteur de moralité, parce que c'est comme ça, vois-tu. De l'enfance à l'adolescence. Quand on doit des comptes à son père, jusqu'à faire la même chose que lui, épouser la même carrière,
rire aux mêmes blagues, avoir la même détestation pour ce qui ne peut pas être vérifié. Mais le jour où tu quittes ta table à dessin, où tu prends ton imperméable et où tu chies ta révolte, c'est plus violent que se réfugier à l'hôtel Joly. La poupée est née de cette gestation intestinale, un beau plat macabre pour le festin national socialiste. La poupée, mon alter ego. Je vis avec depuis que mon père m'a renié. Tu calcules le coefficient de son effroi, le cubage des forêts où tu l'exposes, la vitesse d'obturation de l'appareil qui la fixe sur pellicule. Tu envoies sa photo aux surréalistes qui la jugent digne de leur mouvement, qui la publient dans le Minotaure. Tu as enfin trouvé ta famille d'esprit. Et puis, dans cette Allemagne que tu n'as pas encore quittée, on te range parmi les artistes dégénérés. Une appellation comme une autre. Tu aurais très bien pu remporter le concours de la meilleure saucisse. Tu décroches ton titre de maudit, ce qui sous-entend que la société conchit ton art. Et qu'est-ce que l'art lorsqu'il ne sert plus qu'à alimenter la propagande ? Et qu'est-ce que belle-mère lorsque toute tentative de penser par soi-même finit en autodafé ? Les autorités ont la délicatesse de ne pas radier ton identité. Il faut bien repérer le mécréant, le pister comme un chien galeux. On te laisse ton passeport que tu jettes dans l'égout. Tu décides d'être apatride. Il suffit d'un peu d'abjection envers ton pays, parce que plutôt qu'en honte, tu transformes ça en avantage. Et tu rejoins Paris avec la poupée dans ta valise, déboîtée, démantibulée, rangée au cordeau. Tu vois, dans son œil, l'étincelle. Tu vois, quand on l'habille et la déshabille, l'absence de téton, la jointure à boule. Tu la vois accomplir ton désir si elle n'avait pas ce regard-là. Il n'est pas subversif de la regarder, il l'est de la vouloir prête à l'emploi. Et le premier auquel nous sommes voués, c'est d'obéir à l'appel de la succion. Je n'ai jamais voulu du lait, de la Germanie. Désolé, je hais les crimes de bureau. Quand j'ai pris ta main, je me suis dit que vivre en France serait bien pour nous deux. Je me suis fait à l'idée que tout ce purin nazi avait peut-être servi à quelque chose. Ruth entre, le mouchoir à la main. Elle le tend à belle-mère. Je vous cherchais. Vous l'aviez oublié. Où était-il ? Qui s'en saisit. Où était-il ? Sur le canapé. On a balayé les éclats de verre. Tous ont demandé de vos nouvelles. J'ai dit que vous vous reposiez. Ils y ont cru. Je suis votre colombe, Monica. Partout où vous passez, vous m'apportez la paix. C'est ça. Eh bien alors venez à l'hôtel Joly. Il y a un tourne-vent dans la cour. Il fait du bruit. Nous pourrions prendre le thé. C'est une bonne idée. Unica ne vous a pas dit, elle écrit. Elle me l'a suggéré. Arrête de l'embarrasser, Hans. Mais n'est-ce pas que tu cherches à te faire traduire ? Je ne veux rien. Nous en reparlerons lorsque je viendrai. Ruth sort sa carte de son sac, la lui tend. La typographie est belle. Unica met la carte dans la poche intérieure de son astrakhan. Je vous laisse. Au plaisir de vous revoir. Ruth. Belle-mère va pour sortir. Attendez, Hans. Pourquoi m'avez-vous menti tout à l'heure? Menti ? Les initiales brodées sur le mouchoir. Eh bien, HM, pas HB. demandez à Unica. Vous lirez ce que vous voudrez, Henri Michaud, tel Minerva. En réalité, j'aurais voulu broder HJ, homme jasmin. Le parfum de son père. Belle-mère sort. J'ai su, dès l'enfance, comme ma vie serait. Je l'ai su une journée grise, comme celle-là.
La nuit n'était pas encore tombée, j'étais dans le jardin de Grunewald, j'avais une peluche contre moi. J'avais été appelée dans le jardin par une voix mystérieuse, quelque chose qui disait « Reste à côté de la balançoire et regarde en direction des arbres ». Le vent était léger, les arbres ne bougeaient presque pas. Et comme j'allais m'en aller, la peluche que je tenais contre moi me regarda d'un air torve. J'avais l'habitude. Elle était du côté de ma mère, qui aurait voulu que je rentre pour le souper. Mais je suis restée encore un peu. Et il me semble que les frondaisons ont commencé à gronder d'un murmure épouvantable venu d'on ne sait où. J'étais blottie contre ma peluche Ruth. Et ce dont j'avais le plus peur, c'était non pas qu'on me surprenne dans le jardin, mais que ma mère entende ce grondement. Parce que ça ne se faisait pas à table d'entendre quelqu'un d'autre qu'elle gronder. Et de la bouche de ce vacarme me parvint une parole inaudible qui se relâcha, se calma et me fit entendre la gouvernante crier à table. J'ai regardé ma peluche, elle avait toujours son œil torve. J'ai passé les mains contre ma jupe et j'ai juré que ce soir-là, je n'irais pas les laver. J'étais bien inconsciente ou heureuse, ou les deux. Il m'arrive de réentendre cette chose qui m'avait saisi à Grunewald. Et je me demande si ça ne gêne pas les autres patients. Quelquefois, ça sort de la bouche d'aération. En regardant longuement Ruth avant de parler. Vous viendrez, ma colombe? Vous viendrez faire du manège sur le tourne-vent de mon hôtel? Ruth sort, entre belle-mère, les mains dans les poches. Plus de champagne. Il en aurait fallu davantage, mieux vaut faire envie que pitié. C'est ce qu'on dit. Tu es contente? De rentrer, oui, appelle-moi un taxi. C'est fait. Tu n'as pas daigné sortir de cette antichambre. Au départ, les invités ont cru que c'était par provocation. Certains ont même trouvé cela drôle. Ou Nika qui se cache. Puis ils sont partis, par grappe, de ne pouvoir t'approcher, trinquer à ta réussite, ou, si cela ne te convient pas, à ta santé. Donc, de provocatrice, je suis devenue sauvage. J'ai toujours eu mal pour la panthère des neiges, celle qui use ses griffes derrière les barreaux de sa cage. Il ne tient qu'à toi de t'en évader. C'est ce que disait la panthère dans Berlin en ruine. Le zoo bombardé, elle errait parmi les décombres. Le bruit courait comme quoi le fauve déambulait à la recherche de nourriture, un peu partout, apeuré. Je l'aurais nourri si je l'avais rencontré. Avec quoi? Mon attention et mes baisers, comme je l'ai fait avec toi, Hans. Mais il semble que cela ne suffit pas, ni à te rassasier, ni à écarter le danger. Quel danger? Tu es trop métallique. Les pleurs des femmes qui veulent t'avoir glissent le long de ta veste. Je pourrais tendre une coupe par-dessous et récupérer leurs humeurs. Tu aurais au moins trinqué à quelque chose avec elle? À quoi? Mon fantasme. Je crève de te partager. Personne n'appartient à personne. Ni ta panthère à Berlin, ni moi à quelqu'un. Alors voudrais-tu me dire pourquoi tu me l'as fait croire? La première fois que je t'ai vu chez Springer, tu portais une queue de cheval et des gants couleur bordeaux. Au revers de ta veste, il y avait une rose en tissu. Son parfum m'a envahi.
J'essayais de recoller les morceaux de ma vie après la capitulation. J'étais retourné en Allemagne. Berlin était déjà bien reconstruite. Ton sourire disait que tu n'étais pas né vorace, pas dévoré de la soif de posséder le monde, comme tous ces criminels dont il devait rester certains spécimens à cette exposition, destinés à réhabiliter les types comme moi, les exilés, les apatrides, les dégénérés. J'ai bredouillé que tu me faisais penser à la poupée, que tu étais la poupée. J'ai dû le dire à voix haute dans ce parterre de repentis, de faussement acquis au mur et à Yalta, de nostalgique du Reich, de 1000 ans. Tu m'as regardé comme on passe son chemin, l'érotisme de ton gant fermé sur le programme de l'exposition. Je pouvais y lire les pliures de ton fessier. Moi, j'ai aimé que tu ne boives pas dans les coupes des autres chez Springer. Et j'ai aimé que tu ne finisses pas les verres à moitié pleins, comme on voit les parasites mondains le faire. Et j'ai aimé ta cruauté, celle qui ne desserre pas ses griffes sur sa proie lorsque on affecte de l'ignorer. Ce trait de caractère te venait d'un autre temps, des chevaliers prussiens, de ceux dont on dit qu'ils ne descendaient jamais de cheval, même pour dormir. Les Hulans. Si les hommes savaient ce qu'une femme éprouve au grain d'une voix qui vous appelle sa poupée, s'ils savaient ce que cela déclenche comme consolation intérieure, et comme ce ventre dans lequel on s'en est allé foyer redevient de chiffon. On entend un coup de klaxon venu de l'extérieur. Le taxi. Tu as fait en sorte qu'il attende. J'ai négocié un quart d'heure de battement entre son arrivée et ta sortie. Le quart d'heure est donc passé. Oui. Veux-tu me donner mon sac ? Hans, l'extrait de derrière le canapé. Tu as gardé tes clés ? Celle de ton appartement, à quoi bon ? À quoi me servirait le gardien de l'hôtel, son tableau, la clé de ma chambre ? Tu la loues pour combien de temps ? Au mois, à l'année. Tu as de quoi écrire ? Ils ont un beau papier en tête. Puis j'achète des cartes postales pour le docteur Ferdière. La folle en promenade à Paris. Elle qui ne quitte plus cette ville. Reviens. Je te referai un double de mes clés. Reviens, si ça te chante. Pour chanter, il faut y croire. Ta panthère à Berlin. Quoi, ma panthère à Berlin ? Tu croyais pouvoir l'apprivoiser, pourquoi ne m'apprivoiserais-tu pas ? Parce que tu es un tigre. Unica va pour sortir, Balmer la retient. Embrasse-moi. Je ne veux plus mettre ma tête dans tes crocs. En revanche, je veux bien dormir avec ton mouchoir, il sent bon le jasmin. Belmer fouille dans sa poche, le lui donne. Elle tire de son sac son portefeuille et le place à l'intérieur avec précaution. Belmer remarque qu'il manque quelque chose sur son titre de séjour. Tu as arraché la photo sur ton titre de séjour. À quoi voulais-tu qu'il me serve ? Je ne serai pas là pour venir te chercher à l'asile si tu n'as pas tes papiers. Et faut-il qu'on sache qui je suis ? Mais ils n'auront personne à contacter. Ils croiront que je l'ai volé. Mais tu ne l'as pas volé, tu as arraché. La photo m'a-t-on ? Je n'irai pas t'en faire un autre. Je ne veux rien sauf qu'on me fiche la paix. Pour fumer à longueur de journée, immobile, dans un canapé. C'est tentant de s'y voir dans ce vide. Tu ne trouves pas, Hans ? C'est comme un appel, un peu comme lorsque tu reposes ton pinceau sur le chevalet. Tu t'es jeté à corps perdu. Le mien m'encombre. Tu mets 2 tiges debout, 2 cigarettes, 2 gauloises sur la bordure. Tu penses à la rue qui grouille en dessous de toi. Tu as passé le garde-fou, il y a un petit air qui souffle, à peine perceptible, à peine l'entends-tu à travers ce tumulte en toi. Qu'importe la hauteur de laquelle tu t'observes, chez Hans ou ailleurs,
passer la véranda, passer le garde-fou, mon pouce folie. Pense à m'apporter des gauloises. Remets une cartouche au gardien. Cela t'évitera de monter. On entend 2 coups de klaxon bref. Le couple se regarde comme s'ils n'allaient plus jamais se revoir. Puis un 3e, prolongé. Onika enlace belle-mère et sort. So all else will go.